tous, bienvenue dans Africa Works. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur du Congo, un pays qui s'est transformé en un véritable chantier. Des travaux sont entrepris depuis 2003, du sud au nord du pays, et c'est mené par la Délégation générale des grands travaux. Dans la deuxième partie de Africa Works, les grands travaux au Congo, nous avons suivi Jean-Jacques Bouya, le délégué général aux grands travaux, dans la tournée qu'il a effectuée notamment au sud du pays pour se rendre compte de l'avancée des travaux qui vont doter l'ensemble du pays d'ouvrages visant à drainer l'investissement et améliorer les conditions de vie des Congolais. Après avoir visité les projets qui jonchent la route nationale numéro 1, reliant Pointe-Noire à Brazzaville, nous survolons Sibiti, Madingu et Muyonzi, à 40 km environ de Dolisie. Sur les 8 ponts prévus sur ce trajet, au moins 3 sont déjà terminés, ainsi que quelques dallos sur les 305 prévus au total. À côté des 80 km de revêtement en béton bitumeux, l'entreprise China State Construction Engineering Corporation a encore fort à faire dans la somptueuse vallée au relief véritablement contrasté du Mayombe, qui procède encore aux travaux de déforestage, de débroussaillage, de terrassement, de construction des caniveaux et fossés, des murs de soutènement, au maintien des ponts, aux poses de talus sur les collines du Mayombe, etc. Un travail colossal, d'où les témoignages positifs sur les tâches accomplies jusqu'à présent et sur les espoirs que suscite cette route nationale numéro 1 dans le cœur des Congolais. La réalisation de la route Pointe-Noire-Brazzaville via Dolisie va aussi entraîner le développement du secteur des transports pour tout le matériel, tout le trafic du port qui doit aller en direction de Brazzaville et certainement de la sous-région, Kinshasa, voire emprunter la voie fluviale après. La réalisation de cette route est un projet qui appelle de notre part satisfaction et aussi reconnaissance à l'endroit du gouvernement de la République et du président. Cette route relie les deux plus grandes villes du Congo. Brazzaville qui est la capitale politique et Pointe-Noire la capitale économique. Il n'était pas normal qu'entre les deux grandes villes, pour les activités qui s'y mènent, qu'il n'y ait pas une route d'une telle envergure. Nous attendions cette route depuis longtemps et voici qu'elle est en voie d'achèvement, au moins pour le premier tronçon entre Dolisie et Pointe-Noire et Dolisie. Je dirais même que je parlais de 2 villes, mais il y en a 3, les 3 principales villes. Donc, ensuite, cette route n'est que le bout d'une longue route régionale, puisque à partir d'ici, nous pourrons joindre une partie du Gabon, nous pourrons joindre le Gabon, nous pourrons joindre le Cameroun, nous pourrons aller en RDC plus facilement en transportant les biens et les personnes. Donc il y a un flux important d'activités qui se déroulent dans cette zone et on avait besoin d'une route lourde de cette nature. Vous voyez, donc c'est une route faite pour le développement de notre pays, de notre sous-région. Nous aurons certainement terminé avant la fin de l'année. Sinon, au plus tard, à la fin de l'année, nous terminons ce travail. Sur les 160 km, les 164 km prévus, il ne reste plus que 48 à revêtir complètement, à bitumer. Les ouvrages sur les grands ouvrages, les 8 grands ouvrages, 5 sont entièrement réalisés. Vous avez vu qu'il ne reste que 3 qui sont en phase terminale. Donc l'ensemble, les choses se déroulent bien et avant la fin de l'année, le tronçon sera terminé. Et en fin d'année, je pense que le président de la République pourra inaugurer donc ce premier tronçon, notamment le plus difficile parce que c'est celui qui a permis de vaincre les massifs du Mayombe. Vous avez vu qu'à chaque fois, nous passons de manière en serpentant presque sur les bas des collines. Et pour éviter de faire les tunnels, c'est un travail assez laborieux. Et vous avez dû l'apprécier vous-même. Je pense qu'à travers ces routes-là, ces populations vont communiquer davantage et communiquer d'ailleurs avec celles du Gabon qui parlent aussi la même langue que dans cette zone. Et c'est dans cette ambition-là. Et vous regarderez, quand nous serons dans la partie nord du pays, là aussi nous avons fait une route qui va vers la frontière du Gabon, qui in fine peut être prolongée pour rattraper celle-ci. Et oui, car entourés par le Gabon au nord, l'Angola et la RDC au sud, les régions de la Bwenza et de la Lekumu à l'est, sans oublier la région du Kwilu à l'ouest, la région du Nyari que nous venons de parcourir est bel et bien la voie de passage naturelle entre Brazzaville, la capitale, et sa façade maritime.
Or, si elle est parfaitement désenclavée et bien exploitée, cette façade maritime peut offrir une extraordinaire plateforme d'échanges internationaux et faire du Congo le carrefour commercial et économique de l'Afrique centrale, comme le désire si ardemment son président. Après les travaux de la route nationale numéro 1, je vous propose de découvrir la route nationale numéro 2, notamment une ville très importante cette année, puisque c'est ici que se déroulera le défilé du 15 août, au cœur de la municipalisation accélérée, le processus voulu par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Mais avant de découvrir la perle de la cuvette ouest, qu'est la petite ville de Evo, il faut passer par le tout nouvel aéroport d'Olombo et la moderne cité d'Oyo, qui borde sur sa rive droite la majestueuse rivière Alima. L'aéroport d'Olombo est le deuxième aéroport construit par la Direction générale des grands travaux, avec les partenaires chinois et franco-congolais de AERCO, en charge également de l'aéroport de Maya-Maya à Brazzaville et de l'aéroport Agostinho Neto de Pointe-Noire. Olombo se tient à 415 km de Brazza, la verte capitale congolaise. Une des missions fondamentales de la DGGT consiste à permettre l'accès à l'eau, comme l'illustrait l'exemple de Nkayi, mais également l'accès à l'électricité, aux villes et aux villages désenclavés, bref à l'ensemble du territoire national. Aussi, la DGGT a-t-elle développé un impressionnant réseau de transport de l'électricité qui part du barrage d'Imbulu, situé en périphérie de Brazzaville, et qui alimente toute la région des plateaux et de la cuvette ouest, au nord du pays, en passant par Oyo, Bunji, Makwa et même Wesso, à la frontière nord du pays. Le transport du courant rien qu'à Oyo fut un véritable challenge, car c'est une zone très marécageuse et il a donc fallu user d'ingéniosité pour braver la nature. Donc ici, c'est la particularité de la construction de la ligne électrique vers le nord du Congo. Parce que la zone de la cuvette, c'est une zone marécageuse et il fallait travailler très dur pour arriver ici. C'est ce que nous appelons la vasière. La vasière, c'est à un fond d'eau et dans la cuvette congolaise. Donc les plateaux sont constitués de savanes, alors que la cuvette congolaise, elle est constituée de forêts et des eaux. Et cette zone marécageuse, vous voyez donc par là, derrière moi, c'est l'ensemble de la ligne électrique qui est constituée de pylônes issus des fondations spéciales enfouies dans l'eau et des lignes électriques qui traversent pour traverser deux rivières, l'Ankeni. D'abord, avant l'Ankeni, vous avez l'Alefini. Ensuite, vous avez traversé l'Ankeni à Gamboma et il fallait traverser la rivière Alima, qui est un affluent du Congo, l'un des plus grands, qui est navigable le long de l'année. Et dans cette zone marécageuse, il fallait traverser. Nous avons fait donc ici des études géotechniques spéciales, des fondations spéciales, pour permettre de traverser et arriver à Oyo avec l'électricité. Et ces travaux ont duré à peu près de 6 mois. Et il faut dire que l'un des éléments importants de construction de là, il fallait d'abord, remblayer cette partie marécageuse, donc sur à peu près un remblai réalisé sur 1,5 km de terre ferme, alors sur une zone d'eau. Et ensuite, à partir d'ici, créer donc derrière moi, vous voyez, c'est un genre de port, un quai que nous avons constitué avec des containers. Ça, c'était le deuxième moment qui était important. Et ensuite, à partir de cet élément, ce radeau, qui est à ma gauche, qui est très important parce qu'il nous a permis là-dessus de mettre un engin Poquelin qui a permis donc, à partir de cet engin, de naviguer le cours de ce canal que nous avons créé artificiellement. Et avec un Poquelin, il fallait creuser. Et donc sur une profondeur à peu près de 2,5 mètres et sur une longueur de 2,5 km pour arriver à la rivière. Et donc la particularité, c'est ça. Et lorsque nous avons donc creusé avec le Poquelin les 2 km de profondeur pour permettre de naviguer et de créer ce canal artificiel, ensuite nous avons délaissé ce radeau et on a pris donc le deuxième radeau là que vous voyez, qui nous a servi de permettre de mettre les matériaux, notamment les sables, la caillasse et l'ensemble des matériaux de construction, d'élevage des pylônes. Et donc là, entre ici et la rivière Lefini, nous avons pratiquement 6 pylônes et sur une terre immergée, il fallait donc amener des matériaux aussi de sable, de caillasse et pour naviguer et arriver. Ensuite, il fallait troisièmement utiliser donc là-bas au fond, vous avez les pirogues traditionnelles à partir desquelles étaient accrochés les moteurs et qui nous permettaient donc d'aller visiter de temps en temps
les chantiers pour le contrôle et suivi des techniciens chinois, congolais et l'ingénieur conseil Fichner. Donc c'est une particularité très énorme et nous avons ici changé même 3 sociétés chinoises d'après les études qui nous ont été faites et dont il fallait voir les capacités qui étaient les leurs pour réaliser ce travail. C'est un travail gigantesque et fantastique qui a permis d'avoir relevé le défi de traverser de la vasière et amener l'électricité sur la cuvette congolaise. C'était une particularité. Et à partir d'Oyo, ce qui permettrait donc facilement d'amener le courant sur Djambala, sur Bunji, sur Wando, Makwa et atteindre Ouesso dans le futur. Donc c'est des moments très très pathétiques de la formation de cadres et d'ingénieurs. C'était une expérience inédite. Parce qu'en dehors d'ici, il faut dire qu'on n'en a pas encore connu dans la zone, dans les constructions électriques, des zones pareilles. Nous connaissions les falaises, nous connaissions les montagnes, mais nous ne connaissions pas cette zone marécageuse qui était difficile et les vasières qu'il fallait faire. C'était le défi à relever, mais le président, comme il nous enseigne, les défis, c'est ce qu'il aime et il fallait braver la nature. Aujourd'hui, le barrage d'Imboulou alimente déjà une bonne partie du pays et plus particulièrement la ville d'Oyo et ses environs, grâce notamment à l'installation de lignes à haute tension et à très haute tension. Explication de Léon Ibovi, coordinateur du projet de transport en électricité. Le barrage d'Imboulou date des années 80 sur le plan quinquennal. Les premières études ont été effectuées par la société CWE chinoise et une société suisse qui a travaillé dessus. Mais avec les travaux du plan quinquennal, ceci a été détourné un peu avec les difficultés que nous avions avec nos partenaires, la Banque mondiale et le FMI. Et de retour du président Sassou Nguesso aux affaires en 1997, les problèmes d'électricité étaient devenus récurrents et le président a décidé donc de la réalisation de ce projet qui avait déjà des préétudes. Et nous avons donc collaboré avec la société chinoise CMESI qui donc a engagé des pourparlers avec nous pour définir l'ensemble des stratégies pour mettre en place ce projet. Et en 2003, nous avons donc signé le premier contrat entre la société chinoise SMEC et l'État congolais pour une valeur de 280 millions de dollars et sur la base d'un crédit fournisseur donc, offert par les amis chinois, donc 85% en crédit fournisseur et 15% que la partie congolaise devait payer en acompte. De 2003 à 2005, nous avons procédé donc aux essais, aux études d'avant-projet détaillé et aux études d'exécution. Et les travaux réellement donc, ont commencé en 2005 jusqu'à 2010, où nous avons exécuté les travaux de terrassement, des études géotechniques, l'approbation des plans et les travaux de construction de l'usine, de barrages en terre, de la cité d'exploitation, de montage des équipements et des protections et finalement la mise en service qui a eu lieu en novembre 2010 où nous avons procédé à la réception provisoire de cet ouvrage après avoir réalisé les essais semi-industriels et techniques pendant 3 mois, c'est-à-dire de août à novembre. Pendant très longtemps, le Congo est resté dépendant de la RDC où il tirait la ressource première, l'électricité, pour l'alimentation de la ville capitale de Brazzaville depuis les années 82-85, à partir d'une électrique construite entre Kinshasa et Brazzaville et qui permettrait à partir de la RDC d'avoir au moins 60 MW pour alimenter la ville de Brazzaville contre une demande d'autour de 80 MW puisque Brazzaville ne disposant que de la ligne du barrage de Djoué qui avait 15 MW. Et en dehors de ça, Brazzaville disposait de la source de Mokokolo, un barrage construit par les Chinois des années 78, d'une capacité de 74 MW. Mais avec les effets pervers de la guerre de 1997, la ligne électrique entre la Bouenza et Brazzaville était interrompue. Donc ça veut dire que la capitale politique Brazzaville dépendait à 100% de la RDC, mais qui ne pouvait donner la capacité que de 40 MW. Et c'est ce qui était insuffisant contre une demande de 80 MW. Il fallait trouver les 40 MW ailleurs. L'État congolais donc, a nécessité de réhabiliter d'abord l'usine de Djoué, ensuite construire une centrale thermique à Brazzaville de 32,5 MW, mais c'est une centrale au fioul léger et au gasoil.
ce qui compliquait la tâche pour une production permanente, alors que le rôle de cette centrale était une centrale d'appoint et de secours. Donc il nous fallait disposer de ce barrage hydroélectrique de 120 MW qui devait être construit à Imbulu des années 2004 à 2010, ce qui était indispensable et pouvait combler donc le déficit énergétique de la ville de Brazzaville qui se situait déjà à près de 60 MW, donc cela corroborait. Mais dire que Imbulu pouvait résoudre tous les problèmes du Congo, non. Mais les problèmes de Brazzaville, oui, et alimenter une très bonne partie de la région nord du pays qui n'avait pas d'électricité depuis les années 50, qui fonctionnait sur la base des parcs de générateurs électriques, d'où l'alimentation des villes de Ngo, de Gamboma et d'Oyo, là où nous sommes aujourd'hui. Pourtant, dans la majeure partie du pays, les problèmes des délestages et de coupures de courant sont récurrents et seraient dus à la vétusté des installations de la SNE. Comment y faire face? Que dire aux Congolais qui sont victimes de ce mal commun à beaucoup de pays africains? N'aurait-il pas fallu commencer par moderniser et adapter la SNE aux ambitieuses installations de la centrale électrique d'Imbulu? L'État congolais a décidé de la construction d'une centrale thermique de 300 MW à Pointe-Noire, qui est en finition. La production est déjà, reste la ligne de connexion avec Brazzaville qui est en cours de réalisation, qu'on appelle le projet RIT, donc qui permet de prendre cette énergie, de l'amener vers la partie nord du pays et peut-être même dans nos pays voisins. Donc cela permettrait d'équilibrer l'offre et la demande. La demande actuelle du pays était lors de 400 MW et nous estimons que la production totale avec la centrale d'Imbulu et la centrale à gaz de Pointe-Noire et la centrale à gaz aussi de 50 MW et celle de 300 MW, plus celle thermique de Brazzaville, va constituer à peu près une offre en production de 580 MW. Donc entre l'offre et la demande, ça peut résoudre des problèmes. On peut dire que la plupart des villes seront alimentées, sauf à construire la ligne électrique que nous sommes en train de poursuivre aujourd'hui. Nous sommes à Oyo. Et d'ici la fin de l'année, nous serons à Tchambala, Bunji et Wando. Et en ce moment-là, on aura pu couvrir à peu près plus de 70% de l'ensemble du pays, surtout des grandes villes. Et en plus, le projet du président qui consiste aussi à aménager le site de Liwesso pour la construction des barrages qui va produire à peu près 20 MW. Et au nord du pays, il y a aussi en cours un projet de 600 MW que nous sommes en train de négocier avec nos partenaires du Cameroun, qu'on appelle le barrage de Cholet, qui produit à peu près 600 MW. Donc il y a beaucoup de perspectives pour résoudre les problèmes et de transport et de production. Donc on peut dire que le pays d'ici là connaîtra un avenir très certain. Ici au total, en dehors des études techniques et géotechniques que nous avons réalisées, pour bien identifier les sites, pour savoir bien que les fondations pouvaient tenir et que la ligne à langue tenir, on a utilisé à peu près 7 à 8 mois ici pour la traverser et jusqu'à le levage des pylônes et tirer les conducteurs. S'il est entendu qu'Imbulu est suffisamment puissant pour alimenter en courant la quasi-totalité du pays, il n'en reste pas moins que le long de la route qui sépare la ville d'Oyo de celle de Wando, chef-lieu du département de la Cuvette, nous avons noté que les quelques habitations rencontrées étaient éclairées aux lampes à huile ou aux lampes à pétrole, comme en témoignent après le crépuscule les lueurs jaunâtres qui percent la nuit noire, pareilles à des lucioles électriques. Au nord du pays, Imbulu fait la fierté des habitants privés d'électricité depuis des décennies, voire des siècles. Néanmoins, à elle seule, la centrale électrique ne peut alimenter tout le pays. C'est pourquoi d'autres projets plus modestes de barrages et de centrales électriques sont prévus pour que les coupures et autres problèmes d'accès au courant ne soient plus qu'un mauvais souvenir dans l'esprit de chaque Congolais, sans exception. Mais pour l'heure, même Brazzaville, la capitale congolaise, est contrainte de prendre son mal en patience en attendant que ces projets se concrétisent enfin.